C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche dans votre magazine Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité de la semaine sera décortiquée sur ce plateau avec un expert en communication, une figure que vous connaissez certainement, Maïs Tshibangou, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame. Et comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes sûr, hein? Ça va? Oui. Maïs Tshibangou, avec lui, nous allons décortiquer plusieurs sujets d'actualité, madame, monsieur, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nous reviendrons également sur la 51e assemblée de la SADC tenue au Malawi, et la RDC a été représentée par une très forte délégation conduite par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Et nous allons également faire un clin d'œil à l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas ne pas parler aussi de la gestion de la République démocratique du Congo par Félix Tshisekedi, le régime de Félix Tshisekedi. Maïs Tshibangou, vous suivez de près l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 3 ans déjà passés à la tête du pays avec Félix Tshisekedi comme président. Quel est l'état des lieux de cette gestion? Bon, cette question, évidemment, sur différentes chaînes de télévision et sur la toile, elle revient. Elle revient très très souvent. Elle fait couler beaucoup d'encre et salive. Voilà. Je vais vous donner mon aperçu personnel quant à cette question. Allez-y. Il y a 2 choses que je voudrais soulever ici. La première, c'est que la notion, et je le dis sur toutes les chaînes où je passe, la notion des élections n'a pas été bien enseignée au peuple congolais. Et comment ça? J'aurais voulu que moi-même je sois multiplié par 1000 ou par 10 000 pour qu'on comprenne les choses. Nous pouvons rentrer dans les années 60 quand Lumumba demanda l'indépendance. Les années qui ont précédé, on a dit aux Congolais que l'indépendance signifiait Mundela Kei, Bisotokomi Batuya et Mbongo. Or, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Non. La notion, c'est-à-dire les notions développées en français sont très très mal assimilées en lingala, en kikongo, en chiluba par les populations qui les reçoivent. Vous parlez des langues locales? Non, je voudrais parler de la manière dont les politiques utilisent la population à leur fin. Parce que les intérêts politiques et les intérêts populaires sont des intérêts tout à fait divergents. Vous comprenez? C'est-à-dire que le politique, quand il vient présenter au peuple quelque chose, il détruit la personne en face de lui. Parce qu'il a besoin de prendre sa place. C'est la politique, on parle de haute-toi, que je m'y mette. Je m'y mette. C'est ça le principe. Ça veut dire aujourd'hui, les hommes politiques mentent à la population pour espérer gagner une certaine confiance de la population. En parlant de Lumumba, je disais, l'indépendance est la kisagité, ce qui mundela kei tokotika kosala misala, tokoma libre. Évidemment, quand l'homme blanc est parti, nos grands-parents qui étaient esclaves ont eu à l'idée. Mais c'est pas parce qu'on a précipité l'indépendance de la RDC comme le soutiennent certains observateurs? Précipiter l'indépendance, l'homme congolais n'était pas préparé. Voilà. Évidemment, c'est comme avec les élections, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que toute notion doit être apprise, assimilée et comprise par la population avant de l'entamer. Et la manière dont l'homme politique explique les choses, il explique au peuple les désirs de l'homme politique, pas les désirs du peuple. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on vous dit Tozwali Panda. Après, il y a les Kalonji, à tout ce monde-là. Leurs intérêts, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils voient les richesses de l'homme blanc, ils voient les entreprises, ils voient tout ce que l'homme blanc a. Ils veulent récupérer les maisons de l'homme blanc. Et ils prennent leur place, ils disent non, ils disent à la population, ce qui munde la kei, tokoko maloko la bango. Kimbango qu'est-ce que Kimbango dit? Namikolegoya, mutomoinda okoma, mundele. Mais personne n'est entré dans la pensée philosophique et dans la pensée prémonitoire de Simon Kimbangu pour vouloir dire, pour vouloir comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. On a pris ça de manière, en fait, à la légèreté. Non, de manière brute. Ça veut dire, comment est-ce qu'un noir pouvait devenir un blanc? C'est une prophétie. Il faut la décortiquer. Donc je disais, pour ne pas m'attarder sur cette question,
la notion des élections aujourd'hui a été mal assimilée, un peu comme on a expliqué à l'homme noir ce qu'était l'indépendance. Et pourquoi pour parler des actions où maintenant, vous faites très court à l'indépendance? Je vais vous expliquer. Parce que les personnes qui critiquent le chef de l'État aujourd'hui sont les politiques. Comme Martin Fayulu, je vais vous expliquer. Mais lui-même, Tshisekedi a dit qu'on peut le critiquer. C'est pas aussi mal. Oui, je suis en train de répondre à votre question, madame. Ce n'est pas mal de critiquer. Mais pour critiquer, il faut avoir des éléments. Les gens disent, Tshisekedi fait beaucoup de promesses et il ne travaille pas. Est-ce que c'est vrai? Vu de l'angle de la population, c'est vrai. Parce que la population voit qu'elle continue à souffrir. La misère. La population voit qu'il y a la misère. La population voit que les routes, évidemment, il a fait beaucoup de routes, d'accord? Mais on ne prendra que les routes qui n'ont pas été faites pour montrer à la population. Mais est-ce que, en donnant le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi, la population savait, que nous sommes dans un régime semi-présidentiel? Ça, les hommes politiques ne le disent pas à la population. Est-ce que vous le saviez, madame? Que ce n'est pas au chef de l'État de construire des routes, ce n'est pas au chef de l'État de faire le bilan. Il n'en a pas le pouvoir. Cela relève de l'autorité du Premier ministre. Mais pourquoi on n'a jamais condamné Sama Lukonde? Pourquoi? Parce que tout le monde voit le chef de l'État. Parce que tout le monde et les opposants politiques critiquent le chef de l'État. Mais aujourd'hui, moi, j'ai toujours refusé d'aller dans ces débats. Le président travaille, pour ne pas être long, sur ce qu'on appelle les réformes structurelles. Dernièrement, il a fait un discours où il a critiqué et il a dit qu'il devrait y avoir des réformes, par exemple, dans l'enseignement, dans l'armée. Mais les gens sont passés dans la rue, ils ont crié « Oh non, tu sais que tu as fini ma professeur !» Mais son travail... Il avait dit à l'extérieur du pays. Le travail du chef de l'État, c'est de constater, de créer des réformes, et tout son cabinet, le cabinet du chef de l'État, vous savez certainement que dans le cabinet du chef de l'État, il y a composition des conseillers. Il y a un conseiller en matière économique, un conseiller en matière des infrastructures, sécuritaire, réseau... Parce que tous les domaines. Ben voilà, tous ces experts travaillent, d'accord, pour, je veux dire, mettre en intelligence les idées et la volonté du chef de l'État, les transmettre aux différents ministères pour la matérialisation. Machibango, permettez-moi quand même de vous poser cette question. Vous avez bien dit que c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui doit répondre, mais tous y travaillent sur l'impulsion du président de la République. Voilà encore, madame, permettez-moi le terme, une grossièreté congolaise. Sous l'impulsion, c'est un mot, une expression tirée de l'ancien régime. Ah, de l'ancien régime. C'est que la Quand population qui fait des débats autour de ce Non, mot-là. mais justement. Autant dire que mon peuple meurt faute de connaissances, comme le dit la Bible. Bien, voilà, madame. Quand on dit sous l'impulsion du chef d'État, ça veut dire quoi? C'est la mentalité que les gens ont eue pendant 18 ans. Tata Mukonzi, c'est ridicule. Ah, ça c'est ce qu'on a vu pendant 18 ans. Mais ce sont les habitudes mal acquises. Un homme ne peut pas impulser. On développe un pays sous l'impulsion du peuple. Du peuple congolais. Le peuple ne peut pas être assis en train de détruire. Ça veut dire aujourd'hui on construit une route. C'est le peuple qui va prendre les déchets et venir jeter dans les caniveaux. Quand il y aura inondation, ils viendront dire mais qui bouge les caniveaux? N'est-ce pas le peuple? Il faut une réforme. Il faut des réformes structurelles. Il faut des apprentissages. Il faudrait que le peuple apprenne que le développement, c'est la conscience collective. Ça veut dire, je ne sais pas si dans votre émission, il est autorisé de parler lingala parce que... Vous pouvez glisser un mot en lingala. Vous pouvez glisser un mot. C'est quelque chose qui intéresse vraiment le bas peuple. C'est-à-dire que Batonionso, et c'est qu'il va comprendre que toi, tu as un sous-développé, tu as un problème, tu as une guerre. Tu as eu conscience collective. Tu as et c'est tout changer. Et nous donnons l'impulsion pour que les choses changent. Ça, et les autorités, maintenant, au niveau du législateur, ils créent des lois. Au niveau de l'exécutif, on s'applique à matérialiser la volonté populaire.
Mais on ne peut pas dire sous l'impulsion du chef de... à mon avis, le chef de l'État n'impulse rien. Le chef de l'État, c'est celui qui vient répondre, d'accord, aux attentes du peuple à travers les aspirations que le peuple lui communique. Et ça vient justement de l'impulsion populaire. Est-ce que quelque part vous êtes en train de saluer ce projet 145 du territoire qui veut engager tout le monde de la base? Mais bien évidemment, c'est ce que tous les gouvernants auraient dû rêver depuis tout ce temps. D'accord? Le peuple d'abord. Tshisekedi Félix Antoine est en train de respecter ce qu'il a dit dans ses promesses électorales. Le peuple d'abord. Tout doit commencer par le bas. Ce que me disait Papa Bob Mundabi qui est mort, je voudrais ici lui rendre hommage. Il dit, mais pour que ce pays fonctionne, nous devons avoir la politique de la pyramide renversée. Ça veut dire la base est au-dessus et le chef est en bas. C'est pas ce qu'on a vu, le chef d'abord et non. Et Tshisekedi a bien compris. C'est la politique de la pyramide renversée. Ça veut dire, le peuple, nous devons apprendre à travailler. Nous devons apprendre à mieux nous comporter. Pourquoi? Parce que, bizarrement, le peuple congolais ne comprend pas. Ce que nous demandons au chef de l'État, ce n'est pas de nous développer. Nous lui demandons de détruire le pays à travers notre comportement. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Si on vous nomme ministre aujourd'hui, madame, je vous dis, ce sont vos soeurs, vos amis, vos cousins, vos cousines, toutes les personnes qui vous entourent qui viendront vous dire, Yaya, et comme il tourne à Bisso, on l'a laissé sauter. Est-ce que c'est Félix Antoine qui va dire à ce type? Non. Mais c'est nous, le peuple, voilà, qui vont lui dire, au Moni, tant qu'on a un ministre, à ton étage, il peut profiter de ça. Hein? Voilà. Ça veut dire, c'est pourquoi il y a eu un organe qui a été créé qui est chargé au fait du changement des mentalités. Je pense que ces gens ont beaucoup de travail à faire. Mais cet organe aussi là de changement des mentalités. C'est bien le projet, mais le contenu, au fait. Vous savez, dans ce pays, je pense que les gens sont amnésiques. Moi, je peux vous dire que la personne, ce n'est pas parce que je suis sur Congo Web, mais la personne qui a lancé ce concept s'appelle Gabriel Chabani Record. Le changement de mentalité. Oui. C'est la première personne, je me rappelle d'ailleurs. C'était à quelle occasion que Chabani Record avait lancé ce concept? Il y a à peu près 10 ans, il a eu cette idée. Je fais partie des personnes qui ont été appelées parce qu'à l'époque, je faisais l'émission Téléchat sur TKM. Je parlais justement du changement de mentalité. Chabani m'a appelé. Lui, Dor Malekela, qui était journaliste ici, qui est aujourd'hui député, vous pouvez lui demander. Le président Mabouina a interdit expressement l'élan lancé par Chabani Record. C'est comme ça qu'il est parti, comment on appelle, résider en Angola, à l'époque. Là, c'était sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Oui, voilà, M. Mabouina. C'est lui qui a empêché. Et après, ils ont tripatouillé quelque chose. Ils sont allés faire un lancement à Kisangani pour faire je ne sais pas moi quoi. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est revenu là-dessus. Il a nommé des gens à qui il a donné cette responsabilité. Mais je vois, ils mettent des panneaux ça et là dans la ville. Le concept n'est pas celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, comme c'est une idée qui a préexisté avant le pouvoir de Tshisekedi. Il y a moyen de recadrer le tir. Hein? Bien évidemment, il faut rappeler les gens qui ont conçu ce projet. Ça s'appelle simplement du plagiat. Qu'on appelle les gens qui ont conçu le projet, qu'ils viennent et qu'on l'adapte. Parce qu'il faut adapter au temps et à l'espace. Évidemment qu'on appelle les gens qui ont créé ce projet pour dire qu'est-ce que vous aviez dans la pensée. À partir de ce moment-là, on peut emmener le peuple vers un rite. Quel rite? Le rite de développement. Le rite de changement. Parce que tant que le peuple continuera à se comporter comme il le fait aujourd'hui, faut pas espérer le président ne peut rien faire seul. Mobutu le disait, le président n'est pas un homme magique. Qu'on arrête de vous mentir, comme on disait à l'époque, Mabouina est un homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. Jésus était le seul providentiel. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous avons besoin de l'apport de chacun d'entre nous. Et c'est ce que Tshisekedi a besoin aujourd'hui. Ben voilà. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui qui ont hérité de la mentalité de 18 ans et de 50 ans de Mobutu, qui continuent à se comporter comme si on était à l'époque de... Époque de qui? Merci. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine InfoCity.
C'est sous fonds propres que le président du mouvement de solidarité et le changement et coordonnateur des forces politiques et sociales alliées à l'Union pour la démocratie et le progrès social a réhabilité 3 écoles, EP1 et EP2, à l'école Saint-Antoine dans la commune de Bumbu, ainsi que l'école Saint-Clément située dans la commune de Makala. Laurent Batumona et Monseigneur Dominique Mbulamatari ont commencé leur tournée mémorielle à l'école Saint-Antoine. Ici, dans la commune de Bumbu, la délégation a été accueillie par le directeur Simon Louyeye. Ces derniers n'a pas manqué d'expliquer combien ils ont souffert. Pendant 3 ans, les élèves ne pouvaient pas étudier pendant la pluie. Ensuite, la délégation s'est rendue dans la commune de Makala, à l'école Saint-Clément. C'est au cours de cette cérémonie riche en couleurs que Laurent Batumona a procédé à la livraison des écoles réhabilitées. Dans son speech, cet ancien élève a circonscrit le sens de son geste. Lelo école za la kimia bana classe babandi kotonda dès to pesi merci na enseignant la moni formation qui to kezali biso bana MC to baka priorité au social et sengo mingi parce que to eko pesa d'une manière officielle réhabilitation to salaki to senga pe merci na président Fachi Beton yene tasina ki big bleu. Prenant la parole, Monseigneur Dominique Mbulamatari n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude à Laurent Batumona pour cette réponse concrète aux appels des directeurs de ces écoles. Honorable, merci vraiment pour Mosala Asali. Baleki Langai, Bozwali Kamboya Kelasio, le Kamboya Tina, Botanga Malamu. Tout en saluant le geste posé par Laurent Batumona, le représentant des élèves a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer. Notre souci est de faire de celle-ci une école de référence. Aussi, nous construire un cycle complet comprenant la maternelle, les primaires et les secondaires modernes. Les travaux lancés à la première partie nous donne l'espoir et ferme volonté que vous affichez à la réhabilitation totale de notre complexe. Que Dieu vous bénisse. Monseigneur Dominique Mbulamatari, venu à Kinshasa pour une visite épiscopale, et Laurent Batumona, autorité morale du MC, tous deux fils de la commune de Makala, se sont souvenus avec émotion et larmes aux yeux, non seulement de ces établissements, mais aussi de leurs enseignants. Avant de s'en aller, Laurent Batumona a laissé ses empreintes dans les livres d'or ouverts pour la circonstance. Au total, plus d'1 million de candidats, dont 600 000 filles, ont pris part ce jeudi 14 juillet 2022 à la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Ces chiffres ont été révélés par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Après le lancement de ce test, au lycée Twendele, les autorités ont fait la ronde de quelques centres, Molende, les lycées Matondo et Maria Goretti, ainsi que les complexes scolaires La Borne. En croire les directeurs provinciaux de ce camp de la République démocratique du Congo, ces épreuves sont organisées dans 78 centres, répartis dans 6 sous-divisions provinciales avec un effectif de 18 644 inscrits, dont 9 243 filles, soit 49,57%. Ces centres sont supervisés par 1249 intervenants. De son côté, le gouverneur de la province du Kulu a appelé les élèves à plus de concentration et d'assiduité afin de réussir ce test. Maïs Tshibangou, Jules Alinguete, que vous connaissez très bien, était face aux étudiants de l'université de Kinshasa et à cette occasion, ils ont remis au président de la République via Jules Alinguete un trophée des meilleurs, comment on va dire, meilleures personnalités congolaises dans la lutte contre la corruption en RDC. Comment est-ce que vous voyez ce geste en ce qui concerne la corruption en République démocratique du Congo? Je pense que ce geste est publicitaire. Publicitaire. C'est promotionnel. Évidemment, il faudra reconnaître ici les efforts que Jules Alinguete fait dans le domaine de l'anticorruption. Il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui que le peuple ne connaissait pas, mais que, par exemple, le dossier de la Gécamine,
personne ne savait qu'on perdait autant d'argent. Mais avec les contrôles de l'IGF, il y a évolution dans ce sens-là. Mais ici, nous parlons de lutter contre la corruption. C'est-à-dire, il y a l'IGF qui compte, il y a aussi la justice congolaise qui compte. Le regret pour la population aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes indexées par les enquêtes de l'IGF, quelle issue? Il n'y a pas d'issue. Les magistrats, je voulais dire, doivent pouvoir nous dire, les juges doivent pouvoir nous dire comment est-ce que ces personnes qui vont à Makala aujourd'hui, ils ont volé, on les libère, mais est-ce qu'ils ont restitué à l'État? C'est ça la question que la population se pose. Le principe de la lutte contre la corruption, ce n'est pas de mettre les gens en prison. D'ailleurs, on peut ne pas les mettre en prison. Le peuple n'en a rien. Mais les étudiants de l'UNIKI n'ont appelé Tshisekedi champion de la lutte contre la corruption. Non. Vous n'avez pas bien regardé. Vous n'avez pas bien regardé. Quand Alinguete est entré, ils ont chanté une chanson. Oui. Contre Caméré. Ben voilà. Contre Caméré. Voilà. Ça, ce sont des questions. Je n'ai rien contre personne, hein, mais je pense qu'il y a des questions fondamentales qu'en se regardant droit dans les yeux, nous refusons de nous les poser. Jules Alinguete, qui le contrôle? Qui contrôle Jules Alinguete? Ce qu'il fait est très bon. C'est un travail louable. Mais est-ce que ne devrait pas-on créer une institution ou créer un bureau qui devrait contrôler Jules Alinguete? Ah, il faut, donc ça c'est un plaidoyer. Mais madame... On doit créer une structure, une commission qui doit aussi contrôler Jules Alinguete. Mais c'est tout à fait normal. Je suis désolé, monsieur Jules, je n'ai rien contre vous, mais je pense que pour que le Congo aille mieux, le travail de Jules devrait être contrôlé. Ouais, que ça va encore demander beaucoup au Trésor public. Ça ne demande pas beaucoup au Trésor public. C'est une manière de le faire surveiller et qu'il sache que quand lui va contrôler les autres, lui aussi, mais oui. Pour qu'il ne soit pas électron libre. Mais pourquoi est-ce que lui, il peut venir vous accuser monsieur, accuser madame, et lui ne peut être contrôlé? Imaginons que tout ce qu'il fait soit publicitaire, parce que dans notre pays, aujourd'hui, les journalistes se font acheter facilement. Tout ce qu'on voit, ben oui, tout ce qu'on voit sur à la télévision, la plupart des temps, ce sont les personnes qui ont de l'argent. Et Jules Alinguete aujourd'hui est compté parmi les hommes les plus riches du pays. Mais qu'on nous dise sa richesse, il l'a eu comment? Jules Alinguete compté aujourd'hui parmi les hommes les plus riches. Mais il a l'argent. Madame, j'ai vu un reportage où quand il allait au campus, et beaucoup de gens ont critiqué cette chose, je voudrais dire, il a été conduit par les GR, il a même fait, je ne sais pas trop comment les militaires appellent ça, j'ai oublié, c'est un terme militaire. Mais il y avait trop de militaires qui l'ont reçu avec des honneurs, un tour d'honneur et tout ça. Mais Jules Alinguete a reçu des honneurs militaires. Mais j'ai vu la vidéo sur la toile. C'est un fonctionnaire de l'État. Comment il peut recevoir des honneurs? Pourquoi? Et les politiques aujourd'hui ont commencé à avoir peur de lui. Oui, parce que demain, il peut devenir aussi candidat président de la République. Et je pense que le chef de l'État doit se pencher sur cette question, nous donner quelqu'un ou des gens qui doivent surveiller Jules Alinguete. Il fait du bon travail, peut-être, je ne dirais pas certes, peut-être. Il fait du bon travail, peut-être, mais nous devons vérifier s'il fait réellement le bon travail. Et surtout que vous parlez de ces millions d'argent qu'il a aujourd'hui, être compté parmi les millionnaires, c'est quand même, on doit nous expliquer, surtout que c'est un fonctionnaire de l'État. Parce que pendant le régime de Mabouina, il n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut voyager, faire des séminaires par-ci, faire des séminaires par-là. Je trouve que ces séminaires sont bons. Pourquoi? Parce que ça enseigne aujourd'hui à la jeunesse de savoir quand un jour ils auront la responsabilité de la chose publique, qu'ils la gèrent bien. Mais maintenant, tout ce qu'il fait, tout ce tapage médiatique, d'abord, je pense à mon homme la vie que ce n'était pas à lui de le faire. Il doit y avoir... La patrouille financière ne fait pas appel à des tapages. Il doit y avoir à l'IGF une structure de communication. S'il n'y a pas qui loue les services d'une agence en communication, qui va faire le boulot? C'est comme ça que ça se passe. Il est devenu un homme de notoriété publique. Pourquoi? Pendant que c'est un... J'aimerais que les gens l'écoutent, hein, parce que malheureusement, la wengetisation de la politique du pays... Wengetisation? Oui, parce que, oui, c'est-à-dire dans la politique du pays, dans les églises, et comment
Demain, les journalistes qui sont pour lui iront dire Maïs t'a critiqué. Non. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que Fachi a donné l'occasion aujourd'hui que Moukili et Yeba, que nous appelons à IGF, que l'IGF peut contrôler et nous donner les secrets. Mais je pense que pour protéger M. Jules, ça va dire d'abord lui-même doit se protéger. Je pense qu'il ne se protège pas assez. Il est dans l'euphorie de ses 2-3 petites réussites. Ça va le perdre. Je vous dis, s'il continue sur cette voie... Par rapport à ce travail qu'il est en train de faire, certaines personnes estiment que ce n'est pas aussi important qu'ils le mettent tout sur la place publique. C'est pour ça que je vous dis, Jules Alinguete est un financier, ce n'est pas un homme de communication. Il y a beaucoup d'erreurs de communication. Moi, mais si là, on apprend qu'il a quand même un chargé de communication. Bon, est-ce que c'est un chargé de communication sait faire de la communication? Beaucoup de gens se trompent, hein, je vais vous dire une chose, madame, entre l'information et la communication. Et en un mot, donnez-nous cette différence-là pour éclairer l'opinion qui est en train de vous suivre. Vous, en tant qu'expert en communication. Je vais vous expliquer. La communication est une science, d'accord, qui est déterminée par 3 fonctions. Je vais le dire de manière très basique. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, et il y a la voie de communication, le canal. Mais maintenant, quand on développe, on se dit quoi? La communication est donnée pour un but précis. C'est-à-dire quand je veux communiquer, j'ai un résultat à attendre à la fin parce que je dois faire une évaluation, bien sûr. Mais l'information, c'est ce qu'on fait tous les jours, ça veut dire je vous informe. Je n'attends pas un résultat, mais j'attends que vous sachiez ce que je voudrais dire. Maintenant, là, il n'y a pas ce qu'on appelle le feedback direct. Voilà. Maintenant, pour conclure, quand Jules Alinguete fait tout le tapage médiatique qu'il fait, en retour, il attend quoi? Ça peut être une augmentation de sa notoriété pour que demain, il se fasse élire député ou chef de l'État. Voilà. Donc, il profite de cette son fonction, poste, de ce poste que Fachi a donné. Voilà, pour se faire une notoriété. Donc, et là, il est dans la projection. Voilà. Et là, il devient un danger public. Un danger public. Mais bien évidemment. Parce que c'est un fonctionnaire de l'État. Il ne peut pas faire du tapage médiatique. Non. Ce n'est pas une fonction étatique. Un fonctionnaire de l'État ne se comporte pas comme lui. Je le dis pour qu'il le sache, pour qu'il demande à sa cellule de communication de l'aider. Un fonctionnaire de l'État n'a pas le droit de faire tout le tapage médiatique qu'il fait. Il a une cellule de communication que cette cellule se charge de faire ce travail-là. Merci beaucoup Maïs Tchibangou. Tenasop, la première édition a vécu, si je ne me trompe pas, le jeudi dernier. Quelle est l'opportunité de ces assises? C'est une première édition. Vous savez, madame, je pense que c'est une très très bonne chose. Hein, parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas ça. C'est la première édition. À notre époque, c'était, il y a des professeurs qui viennent à l'école, qui vous demandent après quelle option vous choisissez. Mais aujourd'hui, on fait faire des examens aux enfants pour déterminer les matières dans lesquelles ils sont forts. Mais il y a un regret tout de même. Je pense qu'au Congo... Quels sont ces regrets? Je vais expliquer. Je pense qu'au Congo, nous avons l'habitude de placer la charrue avant les bœufs. Moi, je viens de Lubumbashi. Je vais vous dire, à Lubumbashi, il y a beaucoup d'universités, pendant qu'il y a beaucoup de mines. Et quand on a besoin de personnes ressources, quand on a besoin de main-d'œuvre, nous louons notre main-d'œuvre en Zambie, en Tanzanie et en Afrique du Sud. C'est-à-dire que ce sont les Tanzaniens, les Africains du Sud, les Zambiens qui forment, qui ont des écoles de formation professionnelle et ils le font pour le Congo. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire que l'enseignement primaire et secondaire et universitaire doit tenir compte des réalités à la base. Qu'est-ce que nous avons dans notre... Le contexte de chaque province. Mais bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons dans notre pays? Qu'est-ce que nous avons dans notre province? À quoi nous devons former nos enfants? C'est-à-dire que nous destinons nos enfants à devenir les hommes de demain pour servir la nation. La province, la nation. La nation. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'étudiants en droit qui deviennent après des avocats, après des magistrats. Mais il y a chômage. Le taux de chômage est élevé. Vous avez des universités qui forment des demandeurs d'emploi. Pendant qu'on n'a pas besoin de ça. Vous estimez que maintenant, il faut mettre plus l'accent sur la profession?
Oui, bien évidemment. Donc, on doit apprendre aujourd'hui à former des créateurs d'emplois. Pour ne pas avoir beaucoup de chômeurs. Voilà. Des gens qui, après leur cursus universitaire, peuvent créer de l'emploi pour les autres. Peuvent commencer à créer des structures organisationnelles pour éviter que le Chinois qui arrive chez lui en babouche, après 2 mois, nous l'appelions patron. Le problème à la base doit être traité, sur comment réfléchir pour que l'éducation, pour que l'enseignement s'adapte aux besoins du pays. Et aujourd'hui, on a eu l'enseignement de base, la gratuité de l'enseignement des bases sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué, mais au finish, l'année est déjà presque à la fin, presque même terminée. On est en train de faire un cap vers la nouvelle année. Comment est-ce que vous, en tant qu'expert en communication, mais aussi avec ces sentiments aussi journalistiques, vous avez vu cet enseignement des bases aujourd'hui en RDC? Oui, je crois que le lancement a été un peu difficile. Là, j'apprends même que... Parce que je viens de Manono, en fait. Hein. Okay. J'apprends même que le ministre a suivi un de mes éléments et qu'il aurait mis un accent particulier sur Manono parce que j'avais dit dans ce documentaire que l'enseignement, la gratuité de l'enseignement n'existait pas à Manono. Je pense qu'on m'a dit qu'il est en train de faire un tour de la République pour voir l'effectivité de l'enseignement, de la gratuité. Il y a 2 choses qu'il faudra dire là-dessus rapidement parce que, c'est constitutionnel et je vois beaucoup d'opposants combattre, en fait, la gratuité de l'enseignement parce qu'ils veulent faire mal au président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle l'opposition? Mais justement, madame, est-ce que c'est ça qu'on appelle des hommes politiques? Oui, c'est ça aussi qu'on appelle des hommes politiques. Alors qu'ils sont en train de dire à leur base que c'est leur bien-être qu'ils sont en train de chercher. Voilà, justement, c'est pour ça. Au début de l'émission, je vous parlais du discours de l'homme politique congolais. Son problème... Les intérêts personnels. Voilà, intérêts personnels, avoir beaucoup de copines, surtout avoir des copines métisses, se faire rouler dans une voiture fumée. Au fait... Il y a une mauvaise interprétation de la richesse chez l'homme congolais. Les gens pensent que la richesse, c'est le fait d'avoir de l'argent dans la poche. Non, la richesse est un état d'esprit. Même la pauvreté est un état d'esprit. Beaucoup de personnes que vous voyez au gouvernement là-bas, même au Parlement, ce sont des pauvres. C'est des gens qui vont nous emmener nulle part parce qu'ils sont pauvres en esprit. Et ils veulent ce qui est facile. Voilà. Nous devons aujourd'hui, pour revenir sur l'enseignement, excusez-moi, c'est quelque chose de très important, changer même le style et le contenu de notre enseignement. On doit quand même l'adapter parce qu'on a l'impression que ce sont des matières qui datent des années 1900. Voilà, madame, vous avez compris. C'est-à-dire, l'éducation et l'enseignement et le modèle que le Belge nous a laissé, ça fait des années, des décennies. Ce que moi, j'ai appris en première année primaire, c'est ce que mon fils apprend pendant que le monde a évolué. Laissez-moi vous faire rire, madame, monsieur. Il y a même quelqu'un qui a dit, on nous a dit que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Quelqu'un pose la question, mais depuis tout ce temps-là, avant qu'il n'arrive, ça existait, non? Oui. Mais c'est ce qu'on enseigne. Non, mais madame, parce que l'homme blanc voudrait conditionner notre manière de réfléchir. Malheureusement, il est parti, mais il est toujours là. Justement, maintenant que nous avons les choses entre les mains, nous devons refaire. Il doit y avoir des états généraux. Nous avons des personnes encore intelligentes. Nous sommes ici, il faut faire des projets. Comme vous voyez dans les pays développés, on fait des projections. On dit, on imagine le Congo en 2050. Pendant 30 ans, qu'est-ce que nous allons faire dans tous les domaines? Et on forme nos enfants qui ont 0 ans aujourd'hui à devenir des astronautes en 2030 parce que nous allons commencer à lancer des fusées. C'est comme ça que dans la perspective du développement, on réfléchit de cette manière. Est-ce que perspective même ça existe au Congo? Ben voilà. Mais vous allez apprendre à un enfant à étudier Pépin le Bref, la guerre, la Révolution française. Qu'est-ce que nous en avons à foutre? Permettez-moi le terme, excusez-moi mes téléspectateurs. Aujourd'hui, tout ce que nous avons appris à l'école, vous allez vous rendre compte, madame, regardez ce que vous avez appris à l'école. Vous n'utilisez peut-être que 20% de ce potentiel. Exactement. Tout le reste, c'était de l'histoire que vous devriez bloquer et répondre à un examen pour qu'on vous dise que vous avez passé de classe. Toutes ces choses doivent être mises dans le passé. Et qu'est-ce qui doit être fait avant la rentrée scolaire ici? En fait, moi, je vais choquer les téléspectateurs. Allez-y. Fermer les écoles. Fermer les écoles? Oui. Ça veut dire prendre une année pour refaire le système éducatif. Donc vous êtes en train de plaider pour une année blanche? Madame, ça ne nous coûte rien. Nous avons perdu nous avons une année blanche à l'époque de Mobutu. Moi, je me rappelle, j'ai fini mais
On doit fermer les écoles. Les gens doivent s'asseoir. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Réfléchissons. L'intérêt, ce n'est pas d'envoyer les enfants à l'école. Nos enfants qu'on envoie à l'école aujourd'hui ne vont pas être pour être formés, ils vont pour être déformés. Mais regardez nos enfants qu'on nous montre ici à la télévision qui réussissent aux examens d'État. Est-ce que vous savez que M. Macaire s'est assis avec les anciens dirigeants pour dire, écoutez, oui, je le dis en regardant la caméra. À l'époque du PPRD, ils ont pris une décision de commencer à laisser les enfants réussir aux examens. Par contre, moi, j'ai 12%. Comme on est du peuple là, c'est parce qu'ils se disaient sur la base de l'été. Je le dis. Et c'était pour quel avenir? Mais est-ce que l'homme politique pense à l'avenir de tes enfants? Parce que leurs enfants sont toujours à l'extérieur. Mais voilà, madame. Et moi, je disais à l'époque, créons une loi au Parlement. Le jour où tu deviens ministre, tu deviens député, tous tes enfants étudient ici. Soins hospitaliers, ici. Pour que, et puis ça va mais bien sûr, on crée des contraintes. Pour être exactement au service de la population. Je veux être chef de l'État, je garantis à l'État que le jour où je suis élu, tous mes enfants reviennent au pays. Ils étudient ici. Alors, quand le chef de l'État va commencer à voir que les enfants étudient à Banzaboma, il va s'organiser pour que l'Institut de Banzaboma prenne... Parce que on ne peut il faut une autre république. Mais justement, je vous dis, dans le pays, au fait, à mon humble avis, il y a certains domaines où on doit arrêter, même pendant 1 an, 2 ans. On est dit, dans le domaine sportif, léopard. Pas que dans le tu sais na FIFA, tu kangi léopard. Mais je vous dis, parce que ça ne sert à rien de nous faire des soucis en disant léopard, par exemple, pour la Bobengani entraîneur. Mais la FECOFA ici doit mourir. Ce qui fait qu'on fasse la moutou, je vous dis, c'est-à-dire que les réformes doivent être structurelles et structurées pour que nous ayons un pays qui a des perspectives d'avenir meilleures qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, monsieur. Prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7. Le bureau exécutif national du SINAMED ASBEL a suivi avec intérêt le compte-rendu du Conseil des ministres du vendredi 8 juillet 2022. À l'issue de ce conseil, le gouvernement n'a pas manifestement tenu compte des propositions lui faites pour la sortie des crises qui se vit actuellement dans le secteur de la santé de notre pays. Les médecins considèrent le rétropédalage du gouvernement comme une façon de leur dire que le travail qu'ils abattent nuit et jour pour soulager ou soigner la population ne vaut pas la peine. Après avoir écouté les propositions faites par les médecins à la base, à la suite du compte-rendu du gouvernement, le bureau exécutif national du SINAMED tient à informer l'opinion publique de la polarisation des urgences dans toutes les provinces de la République, hormis celles sous état de siège. Cette polarisation prendra cours à partir du jeudi 14 juillet 2022 pour 1 semaine. Si le gouvernement persiste à ne pas tenir compte des solutions de sortie de crise lui faites par le SINAMED ASBEL, la grève pourrait prendre d'autres issues dont la responsabilité n'incombera qu'au seul gouvernement. Oui, nous sommes venus déposer plainte contre M. Papi Okata et M. Célestin Diomi. Tous deux ont tenu des propos diffamatoires et injurieux, même des menaces contre la personne du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Godem Poi, et contre le gouverneur de la ville, M. Jantini Ngobila. Ces propos ont été tenus dans de différentes émissions, sur différentes chaînes. C'est ainsi que nos clients nous ont chargés pour que nous puissions déposer à ce jour plainte devant le parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe, et que la justice soit faite. Il n'y a aucune impression parce que la plainte a été déposée et le parquet va prendre la plainte en considération et poser des actes. Cet atelier naît des suites de la problématique autour notamment de l'interpellation des journalistes à cause d'un contenu compromettant.
D'un diagnostic posé d'entrée de jeu par le président du CESAC, Tito Ndombi relève l'envahissement de la profession par des antivaleurs. Parce que si nous ne voulons plus qu'on arrête les journalistes, quelles sont les garanties que la profession propose? En effet, à cause de son extrême porosité, la profession a été envahie par des praticiens qui, il faut le dire, n'apportent aucune valeur ajoutée au métier, ni au plan moral, ni au plan professionnel. À la place, c'est plutôt l'affairisme. J'allais même ajouter la corruption, mais là je me retiens. Réfléchissons. Faisons des recommandations et proposons des actions pour améliorer les mécanismes de régulation et d'autorégulation pour un meilleur exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Très d'accord avec l'exercice, mais cet autre participant n'hésite pas d'anticiper en termes de recommandations attendues des 10 travaux. Si vous me permettez que j'anticipe sur ces réflexions, est-ce que nous pouvons réfléchir aussi sur la place de la victime dans la régulation et l'autorégulation? Au-delà des médias, au-delà des professionnels, est-ce qu'il est possible d'envisager des réparations typiquement caractéristiques par rapport à la régulation et à l'autorégulation qui ne soient pas nécessairement financières, comme le prononceraient les cours et tribunaux, mais pensez par exemple à un mécanisme d'excuse publique. Somme toute, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ne cache pas sa satisfaction au sujet de la qualité des échanges lors du déroulement de l'atelier. Nous sommes très satisfaits parce que quand on voit déjà la qualité des interventions qu'on a eues ici et la qualité des participants à cet atelier, on a eu droit à, je dirais, à des exposés de haut niveau, à un débat de très bonne qualité avec des propositions de recommandations et des propositions d'action que nous pouvons mener pour essayer un peu d'améliorer la qualité de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Au chapitre des objectifs de ces travaux, on note également la contribution à l'amélioration du cadre légal de l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Faisons suite au communiqué numéro 001-GB-GZW-2022 du 3 janvier 2022 portant mesures conservatoires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, concernant la suspension de la délivrance de la carte d'identité professionnelle du journaliste et assimilée, carte de presse. Le bureau exécutif de l'UNPC informe tous les membres de l'Union, l'opinion nationale et internationale qui réitèrent cette décision. De ce fait, la délivrance de la carte de presse ne pourra avoir lieu qu'à l'issue du congrès extraordinaire en cours de préparation et après la réunion du comité directeur conformément à l'article 22 du statut particulier de la commission de la carte d'identité professionnelle qui dispose la forme, les contours et les mentions apportées sur la carte sont décidées par le comité directeur de l'UNPC. Le président de l'UNPC ne signera aucune carte avant la tenue du dit congrès. Par conséquent, toute carte délivrée en marge de recommandation des États généraux de la communication et médias est nulle et expose les faussaires aux poursuites judiciaires. Ainsi est victime d'escroquerie tout professionnel des médias qui versera son argent auprès d'un individu qu'il soit pour l'obtention d'une quelconque carte au nom de l'UNPC. Tout paiement se fera par voie bancaire après le congrès susmentionné. S'agissant de la convocation du dit congrès, nous y reviendrons dans un bref délai et ce, conformément aux dispositions du chapitre 1, article 17-20 des statuts et du chapitre 1, article 8-10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo. Ce communiqué porte la signature du président de l'UNPC, Gabi Kouba. Maïs Tchibangu, comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui le travail des journalistes à Kinshasa? La qualité du travail? Bon, au début, il faut d'abord définir un journaliste, c'est qui? Ou c'est quoi le métier de journalisme? De journaliste, je veux dire. Ça, c'est difficile au Congo. Difficile. Avec l'évolution de la technologie, tout le monde est devenu journaliste. Même chez vous à la maison, vous pouvez prendre votre téléphone, vous filmer, puis vous balancer sur les réseaux sociaux, c'est fini, vous êtes journaliste. Bah, journaliste Internet. Avec la multiplication, la duplicité des chaînes de télévision aujourd'hui,
tout le monde peut devenir journaliste. Un petit drap vert, une caméra et on devient journaliste. On raconte sa vie matin, midi, soir. Même les ngangas sont devenus des journalistes. Les pasteurs sont devenus des journalistes. Parce que normalement, un pasteur qui voudrait passer à la télévision, qui veut faire une émission, se fait recevoir par un journaliste. Mais ici, nous avons des pasteurs journalistes. Est-ce qu'ils ont été formés? Je pense que les travaux, j'ai vu M. Titondomi, que je profite de saluer d'ailleurs. Le CESAC? Oui, qui est... C'est un ancien... par le CESAC. Ouais, oui. C'est un ancien confrère de Radio Télé Malébo. Je peux témoigner ici que c'est quelqu'un de très intelligent. Pensez que ces travaux vont apporter quelque chose de plus à ce que le journaliste fait? Non, je ne pense pas. Le problème est profond. Et où se situe vraiment Je dis toujours dans ce pays, vous allez m'excuser, mais je pense qu'il faut une dictature dans le Congo. Donc, une démocratie avec une dose de non, dictature? Non, pas une démocratie. Dictature, c'est... L'homme noir n'a pas la même compréhension de la démocratie que l'homme blanc. C'est une culture, ça s'appelle la culture démocratique. Ce n'est pas le fait de dire liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu peux venir à la télévision raconter tout ce que tu veux au nom de qui tu veux? Non. Ça veut dire qu'il y a des normes, il y a un code, il y a une éthique, il y a une déontologie le code à suivre. La Mais prenez autant de journalistes que vous avez ici, demandez-leur s'ils ont déjà lu une seule page de la déontologie. Il n'y en a pas. Je connais un ami, si je peux l'appeler comme ça, qui est un très grand journaliste aujourd'hui, et peut-être le premier d'entre les journalistes. Très aimé et le plus suivi. Une fois, nous sommes dans une... on devait commencer une émission. J'ai dit, mon cher Zouan, ça a un chapeau. Il me dit, on a un chapeauté. On a dit, ça a chapeau, il y a émission. À des animes. Chapeau. Mais il est très célèbre. Et si je cite son nom ici, les gens vont commencer à m'insulter à la télévision. Mais c'est ce que nous vivons. Nous pensons que passer à la télévision et faire du succès, c'est être journaliste. Non. Quand on a étudié la psychologie, on te dira par exemple que dans tout le monde, c'est-à-dire que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, il y a plus que des hommes intelligents, que l'élite. L'élite a toujours été minimale par rapport au... Je ne vais pas dire le terme parce que... Ok? C'est-à-dire quand vous faites de l'audience, ce n'est pas forcément parce que vous êtes intelligent. Mais c'est parce qu'il y a un groupe d'individus qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites. Voilà pourquoi il y a des codes, voilà pourquoi il y a des éthiques, il y a des éthiques, je voudrais dire, voilà pourquoi il y a tout ce mode d'encadrement des médias pour permettre à ce que ceux qui tolèrent la bêtise ne prennent pas place sur la place publique pour éviter ce qu'on appelle le développement des anti-valeurs. Mais avec la politique de M. Mabouina, qui, n'avait pas de succès populaire. Ça a commencé même à l'époque de Mzee. Mzee, quand il est arrivé au Congo, Tshisekedi lui a demandé de faire partir les Rwandais. La cote de popularité de Mzee a baissé. Et vous allez remarquer à un certain moment, Mzee a commencé à s'intéresser aux musiciens. Il voyageait même avec eux. C'était pour s'attirer la sympathie du peuple. C'est ce que plusieurs personnes aiment. Et cela, justement, a été renforcé par l'arrivée de son fils Mabouina au pouvoir. N'ayant pas la popularité, une assise populaire, il s'est entouré des journalistes, il s'est entouré des musiciens, des comédiens. Et vous allez voir que, regardez bien, par rapport à l'époque Mobutu, quand on vous parle d'un journaliste de la presse présidentielle, on va te citer des noms comme Lumba Nakapasa. Ça veut dire... Mais tout ça, quelle est la cause de tout ça? Mais la cause est politique, je suis en train de vous dire. Le journaliste aujourd'hui est travailleur de l'homme politique. Le journaliste est aujourd'hui matoliste. C'est-à-dire, je viens répondre aux questions de madame
parce qu'un tel va regarder la télévision et qu'à la fin, je peux l'appeler lui dire, viens. C'est pas parce que les médias ne sont pas aussi subventionnés? Mais bien évidemment, les médias ne sont pas subventionnés. Pourquoi les médias ne sont pas subventionnés? Est-ce que nous avons des autorités ou nous n'avons pas des autorités? Je pense que cette question a été soulevée à une certaine époque, mais les gens sont allés se battre là-bas. Les vieux journalistes qui sont allés là-bas ont commencé à chercher qui devait d'abord s'acheter une parcelle, qui devait épouser sa deuxième femme. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous savons tous que le journaliste, le travail du journaliste, le journalisme au vrai sens, peut aussi contribuer au changement des modes. Pas peut contribuer. Contribuer, exactement. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Contribue au changement des mentalités. On a parlé de ça aujourd'hui. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les choses soient faites d'une bonne manière? C'est très très facile. Fermez toutes les chaînes de télévision. Commencez à... Les réglementations existent. Il faut faire d'abord des mises à jour de ces réglementations. Et maintenant, commencer à sélectionner qui peut être journaliste. Et c'est après que viendront les subventions. Les subventions ne peuvent pas d'abord venir. Non, c'est-à-dire... Et qui doit faire ce travail? Mais c'est l'État. Ça, c'est le travail de l'État. Mais quand vous prenez encore un souci, les politiques de ce pays sont en train de nous tuer. On dirait que la politique a tué presque tous les domaines. Mais bien évidemment, c'est-à-dire, M. Mabouina, avec sa politique qu'il a implantée dans notre pays, ce que nous continuons à vivre, évidemment, le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec toute la volonté qu'il a, je pense qu'il est en train de faire les choses une par une, mais il doit aussi veiller à améliorer la qualité de la presse dans le pays parce que c'est important. Mais aujourd'hui, on a un ministre qui est un ancien journaliste. Je suis en train de vous dire que cette histoire de donner les ministères aux partis politiques, c'est une, permettez-moi le terme, c'est une grosse bêtise. Mais qu'est-ce qui va se passer alors si mais parce que justement quand on vous parle union sacrée, c'est quoi? C'est assembler des gens qui sont venus. Moi je suis Mukongo, moi je suis Moulouba, moi je suis du Palou, moi je suis du PPRD. Tous voudraient avoir le pouvoir. Regardez la qualité de vos ministres. Regardez ce qu'ils nous racontent à la télévision. Il y a même des ministres qui sont venus raconter à la télé qu'ils ont appris à l'école primaire que les Banyamuleng étaient des Congolais. Donc moi j'ai envie de demander à ce ministre, tu as étudié dans quelle école? Et quel est le nom du professeur qui t'a dit que les Banyamuleng étaient des Congolais? Pourquoi? Parce que l'histoire des Banyamuleng commence à une certaine année. Et en regardant l'âge de ce ministre, quand il était à l'école primaire, cette histoire n'avait pas encore commencé. Les états généraux de l'enseignement s'imposent. Comment ce ministre peut venir raconter que lui, à l'école primaire, parce qu'il vient d'avoir ses 40 ans, donc j'imagine qu'il y a, allez, 30 ans, mais on était en 1900 combien? Vous avez parlé de l'union sacrée de la nation. Aujourd'hui, la population congolaise assiste à ce que nous pouvons appeler un scandale parce que ce sont les membres de l'union sacrée qui s'étiraillent. On a deux membres de l'union de l'UNC, de Vital Kamerhe, Papi Okota et Célestin Diomi. Il y a une plainte qui a été déposée par les avocats du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et du gouverneur, je cite, Godempoy et Jean-Tiningo Bila. Vous savez quand même quelque chose de ce dossier. Et là, ce sont les membres de l'Union sacrée de la nation qui se battent. Est-ce que c'est pour dire que il y a à boire et à manger dans cette union-là? Oui, mais bien évidemment, il y a à boire et à manger dans l'union sacrée. Moi, j'ai toujours dit que cette histoire d'union sacrée, je n'y ai jamais cru. Et je ne pense pas que ça va emmener le pays de l'avant. Je sais que le chef de l'État avait besoin d'avoir une majorité au niveau du Parlement, évidemment, pour faire passer sa vision ou les lois qu'il... bon, après... Est-ce que c'est sincère? Qui est devenu... non, après, qui est devenu membre de l'union sacrée? On a vu tous les anciens dinosaures, tous les anciens voleurs venir, excusez-moi le terme, tous les anciens, voilà, allez, comme ça, devenir membre de l'union sacrée. Mais c'était dans quel objectif? C'est dans l'objectif d'être présent à la table de discussion. Le partage du gâteau, comme ils aiment l'appeler. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les mandataires, on n'a pas encore changé les mandataires? Pourquoi ils sont toujours là et la population s'inquiète. Mais voilà, mais c'est justement, c'est à cause de cette même chose. 3 ans passés avec un nouveau président. C'est à cause de l'union sacrée justement, parce qu'ils se tiraillent. Les uns veulent avoir telle entreprise, les autres. Mais pourquoi est-ce qu'ils se tiraillent? Mais parce qu'on parle du climat des affaires, d'accord? Parce qu'on parle du changement de mentalité. Parce qu'on parle de beaucoup de choses qui doivent être améliorées dans le pays. Mais vous allez vous rendre compte que les personnes aux commandes, c'est-à-dire celles qui doivent nous emmener vers ce changement, c'est les plus gros voleurs et les plus gros destructeurs de la République. Parce que aujourd'hui, nous sommes membres d'un parti X,
nous voulons avoir la GECAMIN. Pourquoi nous voulons avoir la GECAMIN? Pour que notre représentant qui ira là-bas nous donne des carrés miniers, c'est tout. C'est-à-dire que c'est ce qui est caché derrière leurs ambitions. Le pouvoir aujourd'hui détenu par les partis politiques est un pouvoir destructeur. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, je n'ai pas honte de dire, après les gens peuvent m'insulter comme ils veulent. J'ai toujours demandé au chef de l'État, deviens un tout petit peu dictateur. Mais vous ne voulez pas qu'on fasse le choix dans les partis politiques tels que c'est prescrit dans nos lois et autres. Qu'est-ce que le président de la République va faire? Mais comment on change cette constitution parce que déjà... ça sera facile pour Félix Tshisekedi d'y arriver. Facile ou facile, mais je donne mon idée. Mon idée, c'est que la constitution doit être changée parce qu'à l'époque, d'accord, de la création, je ne sais pas si ça se dit, création de cette constitution, bref, les gens ont compris. L'idée, c'était de protéger le pouvoir de Mabouina. Elle a été façonnée à sa taille. À sa taille, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire les intérêts de la population, les intérêts de l'État ont été trop peu respectés. Vous comprenez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons des problèmes. La Constitution nous pose des problèmes. Regardez, vous dites aujourd'hui, les membres de l'Union sacrée sont en train de se battre. Vous comprenez? Est-ce que c'est une logique que les membres d'un même groupe viennent se battre à la télévision? On n'avait jamais vu ça avec Joseph Kabila Kabange, le PRD, ça n'arriverait pas. Non, ne vous en faites pas, hein, j'en sais quelque chose. Allez, mais c'était les linges qu'elle se lavait en famille. Non, pas du tout. Je suis journaliste. Je vais vous dire. La wengetisation, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur le Président Godem Poyi, qui est, j'imagine, lui aussi membre de l'Union sacrée. Monsieur Jantini Ngobila, lui aussi, j'imagine, membre de l'Union sacrée. Beaucoup de gens, beaucoup de Quinois, moi je ne suis plus Quinois, mais je dis ce que j'apprends. Beaucoup de Quinois pensent que Jantini Ngobila ne gère pas bien la ville de Kinshasa. Godem Poyi, qui est président du Parlement, de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée provinciale, devrait, selon les Quinois, inviter M. Jantini Ngobila à venir s'expliquer sur la gestion de la ville de Kinshasa. Il ne le fait pas. Vous comprenez? Pourquoi ne le fait-il pas? Zanda Mounene, Babouki, l'entreprise qui aurait gagné le marché pour venir reconstruire ce marché, on ne le voit pas. Il y a beaucoup de gens qu'on a expulsés. Le gouverneur lui-même a quand même expliqué la population quant oui, je pense, mais est-ce que la population... Pour dire que les travaux sont en train d'être exécutés. Donc, en tout cas, je pense que les travaux de Zando sont en train d'être exécutés. Donc, il y a des engins là-bas. Vous avez vérifié. Selon le gouverneur, c'est qui a été même diffusé. Encore que les journalistes aillent vérifier pour savoir, j'imagine, attends, je donne l'idée générale. C'est que les Quinois se plaignent du fait que Godem Poyi, les Quinois estiment qu'il ne fait pas bien son travail. Maintenant, quand Godem Poyi va attaquer Vital Kamerhe, évidemment, il n'a pas cité son nom. Il a prêché, non? C'est un bon berger qui prêche. Est-ce qu'il y a à boire et à manger? Est-ce que la chair peut servir d'un lieu de règlement de compte? Est-ce que Vital Kamerhe a Yamba Yesu? Où? Quand? Est-ce que c'est un chrétien? Vous l'avez déjà vu dans une église? Ça, ce sont des choses... Je pense qu'en tant que pasteur, ce qu'il a dit... Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Oui, justement, ce que j'ai dit... Un prédicateur est appelé à donner la bonne... oui, je suis parole, je suis tout à fait d'accord. C'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Moi, je ne le condamne pas pour ce qu'il a dit. Je trouve plutôt son intervention patriotique, mais pas pastorale. Il y a une différence à faire. Il a exprimé un regret personnel, pas un regret... je ne sais pas si je peux dire populaire, c'est un regret personnel. Bon, ça peut être un regret populaire parce que beaucoup de Congolais aussi se posent les mêmes questions que lui. De l'autre côté, ceux qui supportent Vital Kamerhe viennent pour pouvoir porter plainte. Je pense que leur plainte, je ne sais pas, mais vu que le nom de la personne n'a pas été cité, je ne sais pas si la plainte passera. Mais bon, bref, ici, tout ce que je peux dire, c'est que le pays a été wengetisé. Ça veut dire que les gens... le problème aujourd'hui. Oui, ça veut dire que les gens sont... Oui, les gens sont partisans. Vous allez voir, ceux qui sont venus porter plainte sont des partisans de Vital Kamerhe, qui ne voudront jamais que Vital Kamerhe ne soit cité en mal à la télévision. Mais pourquoi? Parce que c'est un homme public. Il peut avoir des critiques publiques aussi. Parce qu'il a eu à gérer de l'argent
public. Donc le public doit lui poser des questions quant à la gestion de l'argent. Est-ce que parfois l'entourage comprend ces choses-là? Mais je parle justement du fanatisme. On ne peut, moi je le dis tout le temps, on ne peut pas être des fanatiques politiques. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, c'est le fanatisme là qui a conduit ce pays. On va vers un parti politique ou on va vers un homme politique par rapport à sa vision, mes chers frères. Le Congolais doit apprendre à suivre l'homme politique par rapport à la vision que cette politique a pour le devenir de la population. C'est ça. C'est-à-dire, si nous, le peuple, nous commençons à aider les hommes politiques à proposer des visions, je vais vous dire quelque chose de grave. Une minute parce qu'on doit prendre un autre dossier. C'est elle, hein, c'est pas moi. Une minute. Vous avez une minute. Ah, vous disiez une minute. Ah, ok. Oui, vous avez donc je minute. disais, quand vous regardez le projet de société de Fachi, vous regardez le projet de société proposé par Moïse Katumbi, vous regardez le projet de société proposé par Chadari, vous regardez tous les projets de société, c'est du plagiat en fait. C'est le projet de société d'un Français, je ne sais pas moi, que tout le monde a essayé de copier. Mais tout ce que le peuple veut, vous le savez. Si on vous demande de faire un projet de société, vous verrez, vous ferez un projet de société qui sera similaire. Parce que le peuple a besoin d'eau, le peuple a besoin d'électricité, le peuple a besoin d'école pour les enfants. Tout le monde le sait. Mais personne n'est jamais vous dire la manière d'atteindre les objectifs. Mais parce que s'ils amènent ce discours-là, ça ne sera pas facile pour eux. Mais justement, je suis en train de vous dire, c'est-à-dire nous devons développer la conscience populaire. C'est ce qui doit être développé. Tant que le peuple demandera la fin, l'homme politique va proposer au peuple la fin. Nous sommes dans un système Yawenge. Merci beaucoup. Ça veut dire Yokangaï. Abeta la musique est bien, mais nous sommes ces fanatiques et nous allons nous battre pour lui. Merci beaucoup, madame, monsieur. Prenons ce dossier qui va nous permettre de parler des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que le contexte actuel, avec la situation sécuritaire dans l'est du pays, va permettre à la RDC d'organiser le scrutin dans le respect du délai constitutionnel? C'est une question que nous allons débattre juste après. Cette matinée scientifique organisée par la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa est une bonne occasion pour le président de la centrale électorale de parler de son institution, qui est une institution d'appui à la démocratie. Denis Kadima est revenu sur les activités réalisées par la centrale électorale, les activités en cours, mais aussi les perspectives immédiates et à long terme. Le président de la CENI a insisté sur le rôle de son institution. Il y a une tendance de traiter la CENI comme l'un des partis politiques. Normalement, ce n'est pas là notre place. Nous sommes les arbitres, nous sommes les organisateurs des élections. Notre rôle, c'est de nous assurer que chacun de vous, chacun de nous, puisse s'inscrire comme électeur, s'inscrire comme candidat s'il le veut, elle le veut, et puis pouvoir participer librement au processus électoral. Nous nous référons aussi au passé pour voir ce qui a marché, ce qui s'est bien passé, pour consolider des bonnes pratiques. Qu'est-ce que nous recherchons dans tout cela? C'est restaurer notre crédibilité. Face à cet auditoire estudiantin, Denis Kadima a réitéré la détermination de la Commission électorale nationale indépendante à organiser des élections transparentes en République démocratique du Congo dans le délai constitutionnel. Parce qu'il y a des pays qui le font. Nous aimerions arriver à ça. Chacun de nous, dans son âme et conscience, se rende compte que la CENI est animée de bonne foi. La CENI ne va pas donner la victoire de quelqu'un à quelqu'un d'autre ou créer une confusion sur ce plan-là. Nous allons être le plus transparent possible pour que vous soyez fiers de nos élections, de vos élections. Notons par ailleurs que l'Assemblée a également eu droit à deux autres exposés, celui du président de l'État axé sur le regard de la société civile congolaise face aux échéances électorales de 2023 et celui du professeur Jean-Pierre Loto qui s'est penché sur les enjeux électoraux des partis politiques durant les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. La journée du 13 juillet n'était pas de tout repos pour le deuxième vice-président de la centrale électorale. Didier Manara a reçu tour à tour les délégations de deux partis politiques. Au menu de ces échanges,
la prochaine rencontre de la CENI et des partis politiques, ainsi que l'évolution du processus électoral en cours. En premier lieu, le chef de la délégation de l'UNANA, Laurent Moukuba, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus en délégation répondre à l'appel de la Commission nationale électorale indépendante dans sa nouvelle approche d'aborder les partis politiques afin de préparer la concertation qui aura lieu avec les partis politiques ce samedi. Nous sommes venus partager avec la CENI en ce qui concerne les processus électoraux. S'en est suivi le membre du parti DIPRO, conduit par son président national Constant Moutamba. Les membres du bureau de la CENI nous ont reçus en tant que plateforme de l'opposition républicaine pour nous faire part de l'évolution du processus électoral. À ce sujet, ils nous ont parlé de 3 étapes qui caractérisent fondamentalement le processus électoral, à savoir la cartographie opérationnelle, la révision du fichier électoral, ainsi que les élections proprement dites. Ils nous ont rassuré que la première phase, celle de la cartographie opérationnelle, arrivait déjà à terme et que s'agissant de la seconde phase, elle va bientôt être lancée. Et les membres du bureau nous ont également parlé du cadre de concertation qui sera lancé ce samedi au Palais du Peuple. Ce cadre qui va rassembler et réunir toutes les parties prenantes au processus électoral. Signalons que depuis le mois dernier, la CENI a ouvert ses portes aux différents regroupements et partis politiques pour échanger avec eux en vue de la tenue samedi 16 juillet du cadre de concertation avec les partis politiques. La Commission électorale nationale indépendante a lancé le samedi au Palais du Peuple le cadre de concertation avec le parti politique de la République démocratique du Congo. Plus de 400 partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur étaient là au Palais du Peuple Maïs Tshibangu. Aujourd'hui, nous voyons la Commission électorale nationale indépendante avec son président Denis Kadima qui ont donc mis toutes les batteries en marche pour l'organisation des élections dans le respect constitutionnel. La CENI, le président de la CENI était même face à ces partis politiques. Comment est-ce que vous interprétez cette façon de faire de la Commission électorale nationale indépendante en ce qui concerne le processus électoral en cours? C'est une très bonne approche parce qu'évidemment, il faudra conscientiser les partis politiques pour qu'il règne la paix et pour qu'elles comprennent quel est le cheminement du travail qui est aujourd'hui proposé par la CENI. Mais là, il y a encore un problème. Le parti politique au Congo, c'est quoi? C'est ça que je vous dis. Depuis 1960, en fait, et le Congo va expliquer à Congolais bien que ce soit le concept de la démocratie, que ce soit le concept du parti politique. Qu'est-ce qu'un parti politique? La base, les gens qui deviennent aujourd'hui présidents ou membres des partis politiques, est-ce qu'ils comprennent dans quoi ils s'engagent? C'est ça le problème. Mes chers frères, nous aimons tous notre pays et nous avons besoin que le pays change. Mais acceptons que ceux qui sont venus avant Félix Antoine Tshisekedi ont mal géré ce pays, ont mis dans la tête des Congolais, par exemple, je voudrais revenir ici au concept des élections parce que c'est de ça qu'il s'agit, déjà l'idée des réclamations et des bitouba après les élections. Malheureusement, ceux qui ont géré avant Félix Tshisekedi ne reconnaissent pas avoir mal géré. Ça s'appelle la contestation. Bon, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, mais les faits sont clairs, les faits sont palpables, on voit très bien. C'est-à-dire l'idée des contestations politiques, je vais vous dire, je vais citer ici M. Emmanuel Chadari. Il est passé, il a dit, si Félix n'organise pas les élections, nous allons faire usage des chini chini chini. Mais quand ils étaient, eux, au pouvoir, s'ils avaient organisé les élections dans les délais constitutionnels, est-ce que Rossi Mukendi serait mort? Est-ce que Thérèse Kapangala serait morte? Non. Mais pourquoi eux, à leur tour... Aujourd'hui, ils sont plus donneurs de leçons. Voilà. Pourquoi à leur tour, ils ne peuvent pas permettre que en 2003, il n'y ait pas élection? En 2023. En 2023, merci. Moi, je vais vous donner mon idée.
que les élections n'aient pas lieu, même pendant 10 ans. Il y a un opposant du MDVC qui a même dit, en ce qui concerne avec la situation actuelle, si le président s'investit pour la paix, qu'il n'y ait pas élection en 2023. Attendez, il y a deux choses d'abord. Par laquelle vous voulez qu'on commence? Parce qu'il a dit ou parce que j'étais en train de dire? Non, je voulais juste disais, souligner. mon avis, c'est que le peuple congolais doit d'abord apprendre c'est que les élections. Ce que nous a proposé Mabouina depuis qu'on a commencé ce processus des élections au Congo, ce n'était pas des élections. C'était? Nous avons demandé les élections, il nous a proposé un trucage organisé. Et le pays a retenu ça. Les modes électoraux au Congo ne sont pas, je veux dire, des actions concrètement électorales. C'est un système de trucage organisé pour soit reconduire le président qui est en place au pouvoir, ce qu'il faisait, mais il y a eu tellement de pression qu'il était obligé de partir. Et le peuple a gardé un système existant qui est basé sur une politique, comment je peux dire? Maïs Chibango, oui. Vous parlez de 10 ans sans organiser des élections en RDC. Entre-temps, bon, je ne dis pas 10 ans. Je peux dire, on peut tarder d'une année, on peut tarder de 2 ans, on peut retarder d'une année, on peut retarder de 2 ans ou de 10 ans. Ou de 10 ans. Oui, prenons le 10 ans. Oui. Que ce soit 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Ouais. Et qui restera à la tête du Voilà la question. Le problème pour nous, c'est que Martin Fayulu veut tellement devenir président de la République qu'il veut qu'il y ait semblant d'élection. L'autre qui était au pouvoir, Mabouina, veut tellement revenir au pouvoir qu'il veut qu'il y ait... Mais personne ne pense au peuple, justement. Parce que le jour où nous allons commencer à penser au peuple, nous nous dirons, nous sommes hommes politiques. Pour ce peuple-là, arrêtons. Apprenons au peuple. Voter, c'est quoi? Madame, prenez votre micro. Allez sur la rue. Demandez aux gens. Ici, d'abord à Kinshasa. Élection et la Guissinine. Vous allez demander à 20 personnes, vous aurez 20 significations. Allez maintenant à Mbujima et à Ngandajika. Allez à Malemankulu. Vous allez savoir que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais ils apprennent juste un jour. Et là, il a dit élection. Kende Zoa papier, Bouaka. Il arrivera un gars qui va se dire député, qui viendra leur dire dans leur langue maternelle, allez voter pour un tel. Mais les personnes qui vont voter ne savent pas pourquoi elles vont voter pour cette personne-là. Elles vont croire en leur député qui est venu. Donc voilà, vous avez compris. Moi, j'étais candidat aux élections passées. Je vais faire ma campagne. Les enfants m'appellent Honorable Chadar. D'abord, ils disent même pas honorable, ils disent Honorable Chadar. Là, c'est dans quel coin du pays? À Chikapa. À Chikapa. C'est-à-dire, j'arrive, on m'appelle Honorable Chadar. Je dis, mais qui vous a dit? D'abord, moi, j'étais candidat député, mais on m'appelait du nom de quelqu'un qui est... Candidat président. Ils ne savent pas, madame. Est-ce que ce dialogue sera possible? Lequel? Parce que s'il faut qu'on puisse repousser des élections, oui. Donc c'est-à-dire que les leaders doivent se retrouver autour d'une table. Si ça ne dépendait que moi, c'est pour ça que je demande au chef de l'État, moi, dialogue exact, comme dictateur, Poutine. Mais madame, lui regardez. qui a juré respecter la Constitution. Non. C'est lui, je parle de moi. Je dis, si j'étais chef de l'État, je serais un dictateur, je vais vous imposer. Et maintenant, si vous avez demandé de le conseiller, lui qui ne joue pas le respect de la Constitution. Quelle Constitution? Cette Constitution devrait être abrogée. La Constitution qu'il a commencé à respecter depuis qu'il est président de la République. Si on aime ce pays, cette Constitution doit être abrogée. C'est une Constitution qui, j'aimerais vous le dire, a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de marge de manœuvre à l'ancien président et qu'aujourd'hui, Fachi peut en profiter. Mais ce n'est pas une Constitution qui a été écrite ou élaborée dans la mesure de la défense des intérêts du peuple. Voilà pourquoi cette même constitution, selon les FCC, donne encore l'opportunité ou l'occasion à Joseph Kabila de postuler lors de prochaines élections. Bien évidemment, cette constitution donne l'occasion et l'opportunité à Félix Antoine Tshisekedi de rester au pouvoir encore 100 ans. Parce que tant que lui n'aura pas décidé que les élections auront lieu,
il y a un article de cette constitution qui dit le chef de l'État reste en fonction juste. Vous comprenez? Et là, c'est le glissement que veut pas le FCC. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent revenir au pouvoir. Vous comprenez que dans tout ces idées macabres, l'intérêt, voilà, la Constitution consacre l'intérêt personnel des individus au pouvoir. Mais est-ce que la population congolaise peut aussi se lever pour dire un mot et contrecarrer tout ça? Mais madame, vous me revenez. C'est pour ça que je dis que la population doit être éduquée. Mais le problème, comme nous sommes dans un système de Wenge, c'est-à-dire la division, les partis politiques ne jurent que sur leur base, qui sont les membres de leur famille, de leur village, de leur clan, de leurs ethnies. Les gens qui viennent soutenir Vital Kamerhe, c'est quoi? C'est le Kivu. Est-ce que quand on a arrêté Vital Kamerhe, vous avez entendu que les Kassaïens se sont levés? Non. Pourquoi? Parce que ceux de chez lui se reconnaissent en lui. Qu'ils volent, qu'ils ne volent pas, qu'ils volent, qu'ils ne volent pas, on ne veut même pas savoir. C'est un tricage. Mais maintenant, dans ce contexte-là, au regard de ce que vous venez de dire, si ceux qui sont de l'Est reconnaissent celui de l'Est comme un homme parfait, ceux qui sont de l'Ouest reconnaissent celui de l'Ouest comme un homme parfait, comment est-ce qu'on va arriver à mettre tout le monde d'accord? La solution, c'est la dictature. Ah, vous voulez trop la dictature, hein? Madame, pour le Congo aujourd'hui, ceux qui vont me haïr me haïssent, mais je vous dis la vérité. Ceux qui aiment le Congo, pour ceux qui aiment le Congo aujourd'hui, la solution, il faut imposer une loi dictatoriale pour permettre à ce que les gens se mettent ensemble pour réfléchir de la même manière. Il faut les imposer. Kagame l'a fait au Rwanda. Qui parle? Mais je vous donne un exemple simple. Tous les opposants en prison. Kagame l'a fait au Rwanda. Qui parle? Tous les opposants. Est-ce que le Rwanda ne se développe pas? Ce que le peuple cherche, ce n'est pas les élections. Arrêtons de rigoler. Il n'y a que les hommes politiques qui cherchent les élections. Le peuple n'a pas besoin d'élections. Non. Le peuple a besoin de voir sa vie s'améliorer. C'est tout. Mais voilà. Avoir de l'eau. Mais voilà. Voilà. Avoir du courant. Aujourd'hui, on est en train de vous dire Kadima, pour arriver là, il a triché. Ça s'appelle quoi? Préparation à la contestation. Quand Martin Fayulu ne sera pas élu, il viendra crier la vérité des urnes. Pendant que Martin Fayulu, son parti, où il a 322 membres. 322 membres. Mais oui. Il a toute la population derrière lui. Mais monsieur Martin, nous voyons quand même des foules qui le fait partie. Il y a une différence entre la foule et le peuple. Mais pour eux, la foule, c'est ça, les peuples. Mais non, justement, madame. Qui a tué Jésus? La foule, hein? Mais attendez, vous n'avez pas lu dans la Bible que les gens se tenaient là, devant Ponce Pilate, ils disaient crucifiez-le. C'était la foule. Mais ce n'était pas le peuple. Aujourd'hui, tu peux aller remplir le stade des martyrs. Ils le font tous. Ils y vont, ils remplissent le stade des martyrs. Mais le stade des martyrs, c'est combien de places? 80 000. Hein? 80 000. Kinshasa, c'est combien d'habitants? 10. Plus de 10 millions. Est-ce que tu penses que la personne qui a rempli le stade des martyrs a l'assentiment de la population? Non. Il a l'assentiment des gens qu'il a payés en leur disant je vous donne le poulet, vous venez remplir le stade. Mais les personnes qui sont restées à la maison sont 10 fois plus nombreuses que les personnes qui ne sont pas allées au stade. C'est ça la population. Et les gens se trompent. Non, on a tenu le stade. On a meeting, on a 10 000, on a plein. Non. La personne qui fera le plein, c'est la personne qui fera le sou. On dit Papa Étienne Tshisekedi. Lui, il avait le Sphinx. Lui, il avait le peuple. Parce que ce qui Sphinx a le billet, le qui ou bien à ça, il y a une information et les dans le journal à 20h à RTNC. Moi, je me dis peuple bangwana. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui l'égale. Félix Antoine, à peu près. Mais pas égal au Sphinx. Il n'y a personne. Nzambe a pas politicien. Mobutu avait la population. C'est-à-dire, tu vois un homme malade, mais Kabila aussi, Joseph Kabila avait aussi la population. Voilà pourquoi quand il passe aujourd'hui dans certains, quand on dit Zonga, Zonga, comment on va expliquer ça? Excusez-moi, madame. Quand j'entends son nom, pile et si là-bas. Merci beaucoup, madame. Et je prenons ce dernier dossier de votre magazine Info 7.
Elles ont tenu à rencontrer l'autorité coutumière de la République démocratique du Congo pour solliciter auprès d'elle un partenariat stratégique en vue de la consolidation et la stabilisation de la paix dans la sous-région. Réseau panafricain des médiateurs femmes de l'Union africaine comprenant plusieurs organisations des femmes de la sous-région sous la coprésidence de Catherine Samba, présidente honoraire de la République centrafricaine. Ces femmes disent être là pour trouver des solutions africaines aux problèmes qui minent le continent. Nous sommes là, comme j'ai dit, pour essayer de voir comment on peut compter sur votre collaboration stratégique pour la consolidation de la paix. Nous avons également besoin de vos conseils pour que nous sachions exactement ce que nous devons porter à l'attention des autorités pour l'inclusion des femmes, pour la consolidation de la paix, pour, je dirais, la stabilisation de la région ou dans la région des Grands Lacs. Belle occasion pour le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle congolaise de transmettre au président du Rwanda et à la communauté internationale la détermination du CONATC à défendre les terres congolaises à travers le préavis zéro. Comme elles font de leur mieux pour obtenir les différentes consultations, nous nous sommes apprêtés à cette audition, cette rencontre, pour effectivement rappeler, c'est ce que nous avons de la paix pour nos États et principalement rappeler à nos chefs d'État africains qu'il est temps de rester dans la solidarité africaine, quoi que soit le problème, quoi que soit le cas, mais qu'on ne fasse plus couler le sang parce qu'on n'en a plus besoin. Nous sommes dans un monde en turbulence aujourd'hui. Le Commonwealth qui veut essayer de résister, la francophonie qui veut prendre le pas, les Russes qui reviennent avec une autre vitesse, avec les Chinois et autres. Dans cette turbulence, nous ne voulons pas que l'Afrique soit les dindons. C'est pourquoi nous leur demandons d'aller leur dire. Le silence africain n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une attitude d'adulte que nous avions toujours eue dans ce monde. Mais nous ne voulons pas que cela se répète. Et l'autorité coutumière qui a la mission constitutionnelle de veiller à la paix, de veiller à la protection des populations de ces terres, ne fait que tirer l'alerte. En République démocratique du Congo, la constitution du pays reconnaît à l'autorité traditionnelle la mission de veiller à la paix et la sécurité de ces terres. À noter que parmi les organisations qui composent ce réseau des femmes médiateurs, on note notamment les femmes de l'Union africaine et celles de la CIRGL. Maïs Tshibangou, jusqu'où la RDC doit aller avec la diplomatie pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Mais il faut dire, madame, que la guerre ne se gagne pas par les armes. La guerre se gagne par diplomatie. C'est-à-dire, évidemment, nous pouvons avoir des forces armées qui défendent, je veux dire, nos terres avec les armes, mais après, on doit négocier, on doit pouvoir s'entendre. Entre-temps, on continue à tuer. On se tue. Oui. Quand nos droits ne sont pas respectés, nous avons le droit de prendre des armes, de protéger nos populations. Et ça, c'est... D'ailleurs, je voudrais ici lancer les remerciements à nos forces armées qui continuent à se battre, qui continuent à protéger nos populations. Nous allons, je veux dire, concrétiser la promesse de Mouzé. Ça veut dire la guerre sera longue et populaire. Elle a déjà été longue et populaire. Maintenant, elle doit retourner d'où elle est venue. Nous entrerons au Rwanda. Et le Congo sera un pays de paix demain. C'est très important. De même, ce sera quand? Aujourd'hui, il y a même des voix qui critiquent le fait que le président de la République ait dépêché une délégation en Ouganda pour aller négocier. Mais les gens ne se... Moi, je dis toujours, on parle toujours de la guerre au Congo. Mais on ne parle pas de qui a emmené cette guerre au Congo. Et qui l'a emmené? Mais la guerre est venue de l'AFDEL. La guerre est venue par l'AFDEL. Et l'homme qui a fait 18 ans ici, c'était un membre de l'AFDEL. Parlez de Joseph Kabila Kabange. Madame, quand vous citez son nom, pile aussi la émission au Katana. Donc choisissez si vous voulez que l'émission... Bon voilà. Donc je disais, il était membre de l'AFDEL. Il pouvait bien nous proposer cette paix parce qu'il sait qu'est-ce qu'ils se sont entendus là-bas. À quel prix ils nous ont vendus. C'est eux qui ont emmené la guerre ici. Qu'on dise la vérité à nos enfants. La guerre est venue comment? La guerre est venue de et par l'AFDEL.
Et je voudrais dire, l'une des autorités qui nous a dirigés ici pendant 13 ans, c'était un membre de l'AFDEL. Il sait ce qu'ils ont signé en notre nom et pour notre compte. De un, il y avait quoi? Le démantèlement de la GECAMIN, parce que les forces occidentales voulaient mettre la main sur la GECAMIN comme Mobutu bloquait. Parce qu'on a insulté Mobutu dans ce pays. On l'a traité de sorcier, de tout ce qu'on veut. Mais ce n'était pas vrai? Mais, attendez, Mobutu pouvait être sorcier. En fait, Mobutu n'a jamais vendu le Congo. Et qui a vendu? Ce sont ces gens qui nous ont dirigés pendant 18 ans, qui ont vendu le pays en signant des contrats léonais, en expropriant nos terres et en les donnant aux puissances occidentales. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que Félix Tshisekedi veut récupérer le pays qui était déjà vendu? Vous l'avez déjà entendu ou pas? Mais on le dit. Mais pourquoi est-ce que... Regardez, madame, toutes les personnes qui prennent l'avion savent très bien que prendre l'avion 2, 3, 4, 5, 6 fois, c'est très fatigant. Même quand on veut le faire. Mais si vous voyez le chef de l'État voyager autant, c'est parce qu'il aime ce pays. On l'a appelé oiseau voyageur. Madame, ça s'appelle faire de la diplomatie. Aujourd'hui, je vais vous donner un cas de figure très très simple. Est-ce que pendant 18 ans, vous avez entendu le monde parler de la guerre de l'Est du Congo? On ne voyait que... C'était même devenu un marché pour les journalistes. Aller filmer, aller faire des photographies à l'Est pour montrer comment est-ce que nous sommes miséreux. Pour montrer comment est-ce qu'on tue nos femmes. Mais le succès, comment quitte? Parce que les Rwandais, est-ce que vous n'avez pas appris que le nombre de viols ont diminué? C'est vrai qu'on continue à tuer. Mais le nombre de ces images que l'on voyait sur les réseaux sociaux où les Congolais étaient tués sont en train de diminuer. C'est pourquoi? Parce qu'il y a les forces armées qui sont renforcées, parce qu'il y a la diplomatie qui est renforcée. Nous avons vu la situation en Ukraine, la mobilisation des pays pour la paix dans cette partie, ce qui n'est pas le cas avec la RDC. Aujourd'hui, ça inquiète plusieurs Congolais. Non, ce n'est pas le cas parce que la politique internationale n'est pas encore pour le Congo. Mais vous allez reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de pays commencent à nous soutenir, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Afrique. J'ai vu ici un reportage d'un monsieur, je n'ai pas retenu son nom, qui a parlé de la guerre de l'Est. Vous entendez que beaucoup de pays africains sont en train de mettre la pression sur Kagame pour lui dire « c'en est assez ». On n'a pas vu ça. Ben voilà, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Au Malawi. Oui, il faudra dire que c'est une situation qui a perduré. Et ce n'est pas en un seul jour que le président Félix Antoine Tshisekedi viendra. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que Museveni est un acteur majeur dans l'agression? Oui, Museveni peut être un acteur majeur, mais il faudra savoir reconnaître que cette guerre est une guerre de richesse. Cette guerre est une guerre contre le Congolais à cause des mines congolaises. Mais Félix Tshisekedi avait demandé à toutes ces personnes d'entrer par la grande porte. Mais madame, est-ce que vous avez lu le livre de Machiavel? Pour avoir la richesse, il faut acheter il faut acheter le moins cher possible et vendre le plus cher possible. Ça, c'est Machiavel qui le dit. Ça, c'est la politique qui a été appliquée depuis très longtemps par l'homme blanc sur l'homme noir. Prendre gratuitement pour vendre plus cher. Les milliers et millions. Voilà, ils ne veulent pas des contrats gagnant-gagnant où nous allons nous asseoir sur une même table et discuter des prix. Ils nous imposent les prix de nos matières précieuses, je voudrais dire, ils viennent les prendre gratuitement quand ils ne veulent pas les acheter. Comment interprétez-vous la position de la communauté internationale face à cette guerre? Mais je suis en train de vous dire que la position de la communauté internationale est une position de mauvaise habitude. On les a habitués à entrer par effraction, sortir par effraction, prendre par la guerre, vendre par la guerre. Tout ce qu'ils votent comme résolution, est-ce que ces résolutions sont, je veux dire, appliquées sur le terrain? Est-ce que vous n'aviez pas appris, je voudrais dire pour terminer, madame, que on aurait arrêté plusieurs fois des camions de la MONUSCO avec des minerais et que eux-mêmes, ces gens qui prétendent vouloir venir se battre pour le Congo, c'est eux qui organisent, ils ont créé des aéroports, des ponts dans la forêt pour faciliter l'extraction des minerais vers le Congo. Comment est-ce que le Rwanda, qui n'importe pas de manière officielle les mines du Congo, peut se retrouver être premier exportateur des minerais qu'il n'a pas chez lui? Mais tout ça est organisé par qui?
Par qui? C'est par cette même communauté internationale chez qui nous allons plaider. C'est pour ça que nous disons nous allons nous battre sur terrain et nous battre diplomatiquement parce que voilà nous savons... Voilà pourquoi Bahati Lukebo a même dit que ça fait plus de 20 ans que nous avons la MONUSCO, mais on n'a toujours pas de paix. Ben voilà, parce que la MONUSCO, est-ce qu'elle vient pour nous apporter la paix? Est-ce qu'elle vient pour nous apporter la paix? Nous sommes pratiquement vers la fin, mais au lendemain de la rencontre entre l'Angola, le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a eu même les M23 qui ont manifesté la volonté que la RDC aille directement négocier avec eux au lieu de passer par le Rwanda. Ce n'est pas une opportunité pour le pays. Non, ce n'est pas une opportunité. Ils veulent qu'on négocie quoi? La politique du Rwanda vis-à-vis de la RDC, les gens le savent. Nous le savons, nous avons vécu tout ça. Qu'est-ce que le M23 veut demander au président de la République? Nous allons laisser les armes, intégrer-nous à l'armée régulière. Mais certaines personnes estimées dans les réseaux sociaux, je n'affirme pas, je ne confirme pas qu'ils étaient de mèche avec le régime. Le régime passé, oui. Actuel. Non, pas le... Non, on aurait pu lever cette... hypothèse, si nous avions vu qu'il n'y a pas de changement. Tout le monde est en train de remarquer que les choses bougent, les lignes bougent, et même les pays qui étaient hier contre nous commencent à lever la voix pour dire non, trop c'est trop. Le génocide des Congolais tend peu à être reconnu. Nous y allons. Et Tshisekedi est en train de gagner du terrain. Maïchibango, est-ce que la diplomatie peut aller au-delà de 5 ans, 10 ans? Oui, mais la diplomatie, on la fait tous les jours. Parce que le Rwanda, c'est un voisin éternel. Donc, nous devons absolument nous entendre. Donc, nous n'allons pas rester éternellement en guerre. Ça sera un quinquennat échoué par Tshisekedi qui avait dit que je dirais que je réussis mon mandat si je me trompe, si la paix est restaurée dans l'Est. Lorsqu'il a instauré l'état de siège dans ce coin. Le quinquennat n'est pas fini. Le quinquennat n'est pas fini, il n'a pas encore fait 5 ans. Kagame peut mourir aujourd'hui ou demain. Ok, Maïs Tibango, nous sommes pratiquement à la fin, mais dites un peu à la population qui vous suit, que retenir des actifs des entreprises de l'État dans le Haut-Katanga? Pourquoi cette tête? Mais non. Parce que vous venez de cette partie du pays. Oui, mais... On vous a toujours vu, c'est le temps. Nous vous l'avons dit au début de l'émission, madame, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à refaire. Nous sommes dans un certain héritage, l'héritage comportemental des 18 ans de règne rwando-partisan. Donc, les membres des entreprises, les mandataires des entreprises de l'État que nous avons aujourd'hui, beaucoup, je veux dire la plupart, travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs anciens dirigeants. Donc aujourd'hui, il faudrait, je voudrais dire que le chef de l'État voie comment il peut changer, mais je ne sais pas ce qu'il attend, il est mieux placé. Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous avez suivi, mais lisez les rapports de l'IGF. Combien nous perdons par exemple à la GECAMINE tous les ans? Aujourd'hui, il y a un conflit avec TFM, on doit revoir les accords. Mais qui a signé ces accords? Mais la RDC a récupéré certains actifs, notamment avec Dan Leclerc. Mais bien évidemment, la RDC a récupéré certains actifs. Mais ceux qui n'ont pas été récupérés, nous devons encore nous battre pour les récupérer. Je sais que beaucoup des membres de la société civile, même moi, j'avais demandé à ce qu'on publie le rapport qui a conclu, je veux dire, les accords avec Dan Leclerc. Qu'est-ce qu'il nous avait volé et comment est-ce que le Congo s'est entendu avec lui? Mais aujourd'hui, on ne veut pas nous présenter ce rapport. Pourquoi? Ce sont les accords signés avec le monsieur. Je demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on cache? Est-ce que les nouvelles autorités, peut-être que Dan Leclerc a pensé 10 milliards, il a 1 million. C'est pour ça que je vous avais dit, Alingate doit aussi être contrôlé. Nous devons avoir les contrôleurs des contrôleurs. Pourquoi? Pour que le pays soit protégé. Aujourd'hui, parce que, je terminais, madame, tout homme est corruptible, mais chacun a son prix. Chacun a son prix. Chacun a son prix. Maintenant, on a OK, na moni alingete, na corrompre na 10 000 $. Arobo ya pas nango déjà. Mais ceux qui ont 10 milliards, 20 milliards, il est tenté. Arobo ngape na système na butu, to vandi to sololi.
Donc, il doit être contrôlé. Même le chef de l'État doit être contrôlé. Il y a le Parlement pour ça. Tout le monde doit être contrôlé. Parce qu'au-delà de notre volonté de bien faire, il y a le diable qui est là. La tentative. La tentation. Vous comprenez, madame? Donc, c'est des questions hautement stratégiques pour lesquelles il faut des personnes hautement intelligentes pour que le pays retrouve peu à peu les solutions. Et les Congolais doivent le savoir. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas Dieu. Il est homme comme vous et moi. Et pour il peut aussi commettre, pas que peu, mais à un moment, il commet aussi d'erreurs. Mais bien évidemment, madame, mais pour qu'il réussisse, nous avons besoin, nous, le peuple, d'être derrière lui, de le soutenir. C'est très, très important. N'écoutez pas les ratés du pouvoir qui viennent vous raconter « il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça ». Il y a 1 million de choses à faire parce que nous avons un pays où tout est prioritaire. Maïs Tshibangou, on vous accuse d'être un pion du régime actuel, mais vous vous cachez avec cette casquette d'expert en communication. Oui, on m'accuse d'être, comment vous avez dit, un pion du régime. Est-ce que être un pion du régime actuel est une infraction au Congo? Oui, mais laissez-vous seulement appeler un membre de l'Union sacrée. Moi, je pose la question. Être fanatique? Non, je ne suis pas fanatique. Est-ce que soutenir le chef de l'État est une infraction? J'ai le droit de soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? J'estime que si Félix perd son mandat, les Congolais nous auront perdu. Comment ça peut-être qu'il y a un Quand j'ai commencé, je vais répondre à cette question. Quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 46. Combien d'années j'ai perdu? Et mes enfants? Et l'avenir de mes enfants? Quand j'ai commencé la lutte politique. Ah, la lutte politique. Madame, je voudrais dire, mais si nous perdons 5 ans de Tshisekedi, vous aurez perdu 5 ans, vos enfants auront perdu 5 ans. Celui qui va venir, parce que vous dites aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un meilleur que lui, vous avez dit, peut-être. Si maintenant nous avons un pire, parce que des candidats énoncés président de la République aujourd'hui, est-ce qu'il y a mieux que Félix Antoine Tshisekedi? Proposez-moi un nom. Rapidement. Proposez-moi un nom. Qui aujourd'hui, de ceux que nous savons, qui veulent devenir chef de l'État, est mieux ou attendons les élections de 2023, donc voilà. La CENI va publier la liste. Oui, mais apparaissait carrément sur des plateaux et partout avec cette casquette de politicien appartenant peut-être à l'Union, à l'UDPS. Le Congo, nous avons été mal habitués. Les Congolais, nous avons été mal habitués. Je voudrais dire, le Congolais est fanatique. Ce que les gens veulent, je soutiens le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je le dis, mais je ne suis pas un fanatique. Pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui critique quand il faut critiquer. Le jour où il fera mal, je passerai pour dire, en tout cas, monsieur le président, comme là maintenant, il ne veut pas devenir dictateur. Je n'accepte pas. Non, c'est un comme un dictateur. Mais c'est contre ce que lui pense. Mais moi, sur le plateau, je n'ai pas honte de le dire. Mais le fanatique ne le dira pas. Le fanatique, même quand c'est rouge, il dira rouge. Quand c'est bleu, il dira... Vous comprenez? Ça, c'est la différence. Mais mon soutien vis-à-vis du chef de l'État est indéfectible et je ne m'en cache pas, ne vous en faites pas. Merci beaucoup Maïs Tshibangou, c'est complètement fini, mais quand même cette question, je vous demande de répondre en quelques mots seulement parce que c'est pratiquement la fin. Il y a des photos qui circulent hein, depuis samedi soir. Non, samedi soir, des photos de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, mais je ne sais pas, curieusement, ou comment je veux dire, il apparaît avec des habits un peu du genre tenue militaire et ça fait parler des gens qui estiment qu'on avait quand même interdit hein, que le porte ces tenues. Mais finalement, quand il apparaît comme ça, quel est le message qu'il veut donner à la nation? Je vais vous parler en tant qu'expert en communication. Il fait de la communication. Il a un but derrière. C'est tout. Il sait ce qu'il est en train de rechercher. Et les Congolais, nous sommes le seul peuple, excusez-moi, j'ai envie de dire bête, je ne le dirai pas. Nous sommes le seul peuple... Pas quand même bête. Merci de ne pas le dire. Je ne le dirai pas. Merci de ne pas le dire. Oui, je dis, nous sommes le seul peuple à continuer à rêver et à croire que cet homme peut faire quelque chose pour ce pays. Pendant qu'il a été là pendant 18 ans, nous avons vu tout ce que notre pays manque. Il l'a fait pour lui. Merci beaucoup Maïs Tshibangou. Et cette communication, si nous ne faisons pas attention, risque de prendre. Et ça sera malheureux pour nous. Faisons très très attention à ce que cet homme est en train de faire parce que c'est un danger pour la République. Tu sais, chez nous on disait on éduque les enfants, pourquoi? Parce que quand nous éduquons nos enfants,
ils deviennent des objets, non, ils deviennent en fait une marque pour le développement du pays. Mais les enfants qui ont été mal éduqués sont un danger pour la République. Pour le pays. Donc tenons-nous à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, à ce que nous regardons, à quoi. Même la Bible nous demande de ne pas donner foi à toute prophétie, mais de l'examiner. Examinons ses photos, examinons ses propos, examinons sa démarche. Elle n'est pas pour l'intérêt. C'est l'homme du silence. Hein? Qui vous a dit? Le silence peut être une manière de parler. On ne peut pas communiquer aussi. Non, 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 pas du tout. Le silence communique. C'est une manière de parler, c'est une manière de communiquer. Voilà pourquoi je dis on ne peut pas communiquer, on communique toujours. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mas Tshibangou. C'est pour une première fois de vous avoir... J'aime bien comment vous appelez mon nom. Tshibangou, ça veut dire que vous êtes... C'est le plateau de Congo Télévision avec le plaisir de vous retrouver à tout moment. Merci beaucoup. On aura besoin de vous. Je serai disponible. Merci à vous, madame, messieurs, fidèles de ce magazine Info 7. Merci toujours de continuer à nous écrire. Merci d'envoyer toujours des suggestions. Et merci de rester toujours fidèles. Je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle à la chaîne Haute Définition. Au revoir et à la prochaine.